le plaisir d'accueillir Jean-Marc Fellep de la société Aliment, qui nous expliquera comment optimiser la formation de feuilles sur table inclinée. Et ensuite, Stéphane Crépet, qui nous fera un éclairage sur le décisionnel industriel et Manufacturing Intelligence. Voilà, donc Jean-Marc, je vais vous laisser la parole. Si vous voulez bien réactiver votre micro. Je pense que c'est fait. Parfait, je vous entends très bien et je vous laisse partager votre présentation. Alors, normalement, je suis en partage là. C'est bon? Vous avez le partage ou pas? Pas Alors, encore. pas Non, encore. Là, tu peux. Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu les outils que Aliment est en train de développer pour l'optimisation des machines. Et en fait, ça fait plus de maintenant 4 ans qu'on a commencé cette démarche vers le 4.0. Et donc, la dernière fois, je vous avais présenté un système qu'on avait mis au point plus pour la maintenance des têtes de branlement. Et là, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir faire un modèle d'opérateur augmenté sur un sujet très particulier qui est l'optimisation de feuilles sur table inclinée. Alors, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la table inclinée, je vais vous faire déjà un petit rappel pour savoir en fait qu'est-ce qu'on appelle un procédé de formation de feuilles sur table inclinée et le comparer en fait au procédé, on va dire, classique papetier qui s'appelle le procédé table plate ou fourdrinier. Donc, faut savoir que le procédé table plate, c'est, on va dire, 95% des machines au monde sont faites avec une table plate. Mais en fait, pour certaines applications, il y a certaines limitations à la table plate qui ont fait faire des développements pour créer ce qu'on appelle la table inclinée. Donc, pourquoi ces tables inclinées ont été créées? C'est parce que il a fallu développer un outil pour pouvoir gérer des fibres plus longues. Donc, au départ, c'était un procédé qui était adapté aux fibres longues. Et qui dit fibre longue dit aussi une concentration de caisse de tête beaucoup plus faible. Quand je dis beaucoup plus faible, on se retrouve avec sur une table plate dans l'ordre de 5 à 9 grammes litres, si vous voulez, en caisse de tête. Quand on parle de table inclinée, on descend entre 0,3 0,8 grammes litres. Donc, on va dire, on est 10 fois plus dilué sur une table inclinée que sur une table plate. Donc, ce qui entraîne aussi un fort débit en caisse de tête à gérer. Donc, je pense que les machines, aujourd'hui, les machines à papier qui disposent des plus grosses fan pompes, enfin pompes de mélange, sont ces tables inclinées, puisque nous avons des références, par exemple, où le débit en sortie de fan pompe est d'environ 240 000 litres minute. Donc, ça fait quand même un gros débit. Et ensuite, une des grosses différences, c'est la formation de feuilles qui est totalement différente entre les deux technologies, puisqu'il y en a une qui est faite par une formation par jet et gouttage sur toile. Donc, en fait, la partie distribution dans le sens travers est faite par la caisse de tête, mais la partie égouttage est faite par la toile qui est un élément séparé. Dans la table inclinée, tout se fait dans la caisse de tête puisqu'on fait une formation par filtration à travers de la toile. Vu que le débit est très important, on est obligé de tout fermer pour pouvoir faire passer le débit à travers la toile et parce que on peut pas créer un jet sur une toile, il serait impossible à gérer puisqu'il y en aurait trop. Et principalement aussi, une grosse différence, c'est que les machines à table inclinée sont souvent des machines à faible vitesse. Quand je dis faible vitesse, c'est qu'on va arriver au maximum à 500 mètres minute sur ce genre de machine, là où c'est les tables plates, on peut monter jusqu'à 2000 de façon régulière.
Donc en fait, ce sont vraiment deux procédés qui sont totalement différents et qui demandent pas la même aptitude aussi et pas les mêmes données pour pouvoir le régler. Donc ici, vous avez le procédé de formation sur table inclinée. Donc vous pouvez voir que vous avez un débit d'entrée, un organe pour pouvoir faire de la deflocculation comme sur une table plate. Mais ici, la grosse différence, c'est que tout le flux de pâte va traverser la toile pour rentrer dans les caissons. Et en sortie ici, vous avez déjà la ligne d'eau, quoi. Donc ça, c'est un procédé qui fait un égouttage très rapide et qui est vraiment très très spécifique et en fait tout se passe, donc la distribution et l'égouttage, dans une seule boîte qui s'appelle la table inclinée. Donc le bon fonctionnement d'une table inclinée, il y a beaucoup de paramètres qui sont liés à ça. Le débit d'entrée, la concentration évidemment, le réglage des débits de caisson, le positionnement des lèvres. Donc en fait, le positionnement de ces lèvres-là va faire un gradient de vitesse qui va être différent lors de la formation de feuilles et qui va influer sur les caractéristiques du papier. Et la pression dans la caisse de tête, qui est aussi un élément important pour surtout la vitesse en sortie de lèvres qui va être déterminée par la pression dans la caisse. Donc, et surtout, en fait, dans ce genre de machine, bah, tout est clos et on voit rien. Donc, si vous n'avez pas les bons outils et les bonnes méthodes pour pouvoir régler ça, ben, il y a quand même une part d'incertitude et une part de subjectivité que nous, chez Aliment, on a bien compris chez certains clients. D'où notre projet de pouvoir aider le client à faire une aide pour la formation de feuilles. Donc en fait, les attentes, hein, comme je l'ai dit, on peut se retrouver avec des réglages de différents paramètres faits de façon empirique, soit par manque de moyens de contrôle, parce que certaines caisses n'ont pas tous les moyens de contrôle mis en place. Je pense par exemple au débitmètre sur les caissons ou au capteur de pression dans la caisse. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il y a souvent des méconnaissances, des impacts sur la formation de feuilles. Donc parce qu'en fait, si les gens ont eu une formation sur la table, table plate, il est assez rare d'avoir une formation théorique sur la table inclinée. Donc en fait, c'est surtout l'historique et la connaissance de terrain qui prévaut par rapport aux connaissances théoriques. Donc en fait, on a eu quand même beaucoup de demandes des producteurs pour s'assurer une bonne répétabilité des résultats qualité, parce qu'en fait, comme je vous dis, comme on ne voit pas grand-chose dans ce genre de machines, eh ben, on peut se retrouver avec des mêmes réglages, mais des qualités différentes en sortie. Par exemple, si la pâte s'égoutte plus vite ou moins vite, eh ben, il va falloir adapter les réglages. Mais si on ne sait pas comment faire, on n'a pas les outils pour le faire, ben, c'est difficile à maîtriser. Donc, et puis en plus, donc, une modélisation permettra de collecter toutes les données de process pour avoir un historique pour les résolutions de problèmes futurs. Ça, c'est toujours important. Donc, une étude théorique, on peut être faite, et nous, on l'a fait, donc on sait en fait de façon théorique quels sont les éléments influents sur d'autres. Par exemple, quels sont les éléments influents pour, par exemple, l'anisotropie du papier ou la bonne formation. Et en fait, le but de notre étude, c'était de construire un modèle d'optimisation pour vérifier ces théories d'abord, et puis créer des algorithmes sur la base de comportements réels sur une machine à papier. Donc, pour pouvoir bien bâtir ce modèle, il faut vraiment les deux choses, la théorie et la pratique sur la machine. Donc, en fait, pour créer ce modèle, on a la chance chez Aliment de disposer d'une machine pilote complète avec une caisse de tête sur table inclinée, située aux États-Unis. Donc, c'est une machine qui nous sert à faire l'optimisation des produits et des essais R&D pour les clients.
mais on s'en est servi aussi pour cette optimisation de feuilles. Donc, on a complété notre machine avec plusieurs capteurs. Alors, je prends par exemple les capteurs de pression, les débitmètres sur les différents caissons d'égouttage, les positions des lèvres, etc. Et on a aussi mis un système de contrôle de l'épaire sur la machine pour pouvoir en fait contrôler ce qu'on peut faire en temps réel sur la machine. Et donc, on a fait une première session d'essai pour collecter les différents paramètres de fonctionnement et les implications, bien sûr, sur la qualité. Donc ici, on voit un peu là, comment on a opéré. Donc, on se retrouve avec la caisse de tête ici, les mesures des capteurs. On sèche le papier et ici, on a le capteur de formation, donc les permettre 2D de la société TechPap. Et donc, en fait, on s'est aussi fait aider par la société ACOM pour la collecte de données et la centralisation des données process à travers un outil qu'on appelle OneProd, qui va en fait faire le traitement des données et bâtir la database des mesures process en temps réel. Donc, on va pouvoir avoir des mesures, des mesures de capteurs et en même temps pouvoir les corréler avec des mesures de formation de feuilles avec des permis. Là-dessus, on a fait aussi des contrôles labo, donc qui sont externes à la marche machine, et on a entré en fait ces résultats labo pour pouvoir compléter l'analyse qualité des papiers. Et bien sûr, ces tests labo ont été entrés manuellement par la suite. Donc, au vu des résultats, on a vu trois états de corrélation entre différentes variables, donc des variables qui travaillent toujours dans le même sens. Alors, on a vu par exemple que la formation de feuilles s'améliorait quand le débit augmentait, des variables dites anticorrélées, donc position des lèvres avec l'anisotropie, avec le ratio sens marche sens travers pour la résistance, et puis des valeurs totalement indépendantes comme les positions, les débits des caissons et de la porosité qui varient de façon totalement indépendante. On a pu donc en fait dresser avec ACOM des matrices de corrélation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont assez complexes. On est vraiment sur des modèles mathématiques et statistiques où on voit en fait des corrélations négatives ou des anticorrélations, des corrélations positives, et puis différents paramètres d'essai ici et les variables. Donc en fait, toutes ces analyses-là vont permettre de bâtir un modèle aussi bien dans des périodes où on est en marche stabilisée, mais ce qui est aussi important, c'est quand on est en marche transitoire. Par exemple, on met en place des paramètres, on set des paramètres de process, et ensuite on en bouge un seul, et on attend la stabilité, et cette période de transition, en fait, va nous permettre de voir en fait si certaines variables vont être corrélées rapidement à d'autres ou pas, et ça nous permet de bâtir un modèle prévisible en disant si on bouge ce paramètre-là, c'est une autre variable qui va suivre de façon plus ou moins rapide ou pas. Donc c'est ça en fait le but de cette modélisation mathématique, c'est pour pouvoir voir toutes ces interactions aussi bien en marche stabilisée qu'en marche transitoire. Donc en fait, on a pu, on a fait surtout ces premiers essais pour comprendre en fait les paramètres influents sur la formation de papier. Et ensuite, on va pouvoir en fait apprendre deux types de modèles par la suite. Donc ce qu'on appelle un modèle comportemental de la caisse, qui va permettre de simuler son comportement. Donc, le but est de reproduire la transition et le comportement depuis sur une période stable en conduisant à la prédiction de la qualité papier. Et après, donc, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est le fameux modèle augmenté qui sera possible que si le modèle comportemental, lui, est correctement appris pour pouvoir en fait simuler d'autres paramètres
qui permettraient de donner des résultats plus comment dire, précis. Donc en fait, cette modélisation pouvait en fait de deux façons différentes. Donc une des approches qu'on aurait pu penser, c'était une approche qu'on appelle Big Data. C'est-à-dire qu'on prend une machine, on prend toutes ces données, on les collecte, et puis après, c'est le système qui va dire, bah, tiens, ça c'est corrélé avec ça c'est corrélé avec ça. Pourquoi il ne sait pas c'est comme ça. Mais en fait, si on a cette approche-là, on est obligé de reconstruire le modèle à chaque nouvelle machine. Donc en fait, et puis après avoir ce temps d'adaptation pour que le système apprenne de la nouvelle machine quels sont les paramètres qui vont être corrélés les uns avec les autres. Donc c'est pas cette solution-là qu'on souhaite apporter. Mais la deuxième solution qui est l'approche Big Data augmentée. Donc avec les essais qu'on peut faire sur la machine pilote, on va créer ce modèle mathématique pour les périodes stables, les périodes transitoires. Et on sait que théoriquement, tous ces modèles-là vont se rapprocher, quelle que soit en fait la nouvelle installation. Et ça va nous permettre d'avoir un modèle qui est implantable sur les nouvelles machines et permettre dès le début d'aider les opérateurs à régler les machines de façon optimale. Et c'est ce que souhaitent toujours les clients lorsqu'on démarre une nouvelle application, une nouvelle machine, c'est d'avoir les résultats optimaux les plus rapides possibles. Donc c'est ce développement qui a été choisi chez Aliment pour créer ce qu'on appelle l'optimisation apparentée à l'opérateur augmenté, puisque en fait c'est une aide à l'opérateur qui va lui indiquer en fait quels sont les paramètres qu'il va falloir changer pour pouvoir améliorer le papier de façon significative. Voilà un peu la philosophie, donc la fin de mon intervention. Évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Felep, pour cette présentation très pointue. J'invite maintenant Stéphane Crépet à activer son micro et lancer sa présentation. Et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de poser vos questions sur le fil de chat. Et de toute façon, nous aurons une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Voilà. Stéphane ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu as réactivé ton micro ? J'arrive. J'avais juste enlevé mon moniteur pour installer un autre poste entre-temps. Voilà, c'est ça le digital de partout. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à reprendre le PowerPoint et à le partager sans souci. Donc, je vais mettre la caméra également. Bonjour à tous. Et donc, c'est parti. Je partage ma présentation. Donc là, nous allons être dans un univers bien moins spécialisé que Jean-Marc, mais voilà, nous allons essayer d'aborder en quelques minutes la plupart des problématiques qui peuvent se poser dans le monde papetier. Alors, j'ai quelques clients en papetier. Vous verrez que forcément, nous, en tant que générique, on va être un petit peu au sens large. Des gens comme Alstrom, Mulchco et d'autres, donc plusieurs sites même, et avec des problématiques à chaque fois de traçabilité, de suivi prothèse. Et donc, je vais aborder de façon forcément très légère la plupart des domaines, sachant que dans les prochaines dates dont Sybille parlait, il va y avoir des focus sur certaines de ces thématiques, et je vous encourage d'ailleurs à éventuellement orienter les thématiques. On a prévu quelque chose de plus costaud sur le MES et la traçabilité. Mais voilà, si jamais vous avez dans les sujets que je vais aborder plusieurs autres domaines, n'hésitez pas.
on s'adapte. Le but, c'est que la type et ses membres trouvent ce qu'il leur faut. Voilà, on n'est pas là pour faire un déroulé, on est là pour amener du concret. Je ne peux pas amener du concret aussi fort que Jean-Marc avec son expérience très pointue chez vous, mais voilà, je peux draper quelque chose de linéaire et faire en sorte ensuite que moi ou d'autres, certains de mes collègues et de mon groupe digital, puissions vous amener ce qu'il vous faut. Encore une fois, c'est vraiment l'objectif. Donc, quand on parle productivité dans une entreprise industrielle, on a tout dit, parce qu'en fait, grosso modo, c'est un peu le boulot de tout le monde tout le temps. Donc, il y a tellement de sujets qui sont liés à la productivité. Moi, je vais me restreindre au niveau du digital. Je vais certainement enfoncer quelques portes ouvertes. Et des fois, ça va mieux en le disant. Alors, déjà, en productivité, d'une règle générale, et notamment dans l'industrie papetière qui utilise des machines relativement lourdes, on va essayer d'automatiser sans bras. Vous allez voir, je vais souvent prononcer le mot automatisé parce que même en informatique, finalement, on fait souvent qu'automatiser. Donc, PLC, programme logique contrôleur, en clair, un automate industriel qui va piloter des machines qui vont dérouler, des grandes machines en ligne, comme vous en avez pas mal dans vos métiers. Et puis, également automatiser avec des bras robots. Donc, le premier ne remplace pas les humains, soyons clairs. On est au-delà, c'est un peu comme dans une laiterie ou une brasserie. Il n'y a plus personne qui va faire du traitement de lait à la main ou du traitement de bière ou de mise en bouteille ou de canettes de coca à la main. C'est forcément des lourdes chaînes de production, comme vous en avez encore une fois souvent dans les usines Made in Paper. Avec des bras robots, là, on attaque aussi un des domaines de l'industrie 4.0. La première chose que je veux dire, c'est que dans beaucoup de métiers, la robotisation ne remplace pas l'humain et il y a plein de procédés et de manipulations qu'on ne peut pas faire par des robots. Donc, n'imaginez pas que le robot va tout faire, tout changer, tout révolutionner. Certes, il fiabilise. Alors, on pense robot, chômage. Non. Les 3 premiers pays consommateurs de robots qui sont les USA, la Corée du Sud, bien sûr, et l'Allemagne pour l'Europe, avec bien évidemment la Chine qui arrive aussi, il a été bien démontré, je n'ai pas les courbes avec moi, que les courbes de l'emploi sont aussi bénéfiques que les courbes de la robotisation. Donc, il n'y a pas... C'est autre chose. On va fiabiliser, ça c'est clair, on va automatiser. Finalement, quand on parle des dégâts de la robotisation, c'est juste les 20 derniers pourcents d'automatisation qu'on n'a pas encore fait. Soyons clairs. Donc, c'est pas ça qui révolutionne, c'est pas ça qui met tout le monde au chaud nu. Ensuite, fiabiliser et anticiper, c'est fondamental. Il n'y a pas de productivité sans avoir des équipements qui tournent correctement, uniquement comme ils sont censés le faire. Là-dessus, je vais être peut-être un peu dur. J'ai traversé plein de métiers, vous verrez les références dans lesquelles j'ai bougé. Je vais des fois dans des entreprises où il y a des machines qui sont plus souvent en panne qu'en fonctionnement. Comment voulez-vous avoir de la productivité avec un outil de travail qui reste à moitié par terre? Alors, à moitié par terre, pour plein de raisons. Hein. Ça ne sert à rien d'aller fusiller le responsable de maintenance s'il manque de la matière à l'entrée. Mais, en tout cas, c'est quand même, nous, dans nos recherches de TRS, je viendrai un peu après sur la partie productivité pure, c'est souvent là où le bas blesse. Maintenant, il y a l'outil de production. Certes, ce n'est pas mon domaine. Par contre, il y a un autre domaine qui, lui, est le mien. Ça ne sert à rien d'avoir des superbes outils digitalisés, industrie 4.0, avec des jolis serveurs, si les jolis serveurs, ils ne marchent pas non plus. Parce que là, vous avez tout qui s'écroule. Et plus vous mettrez de la digitalisation, et moins ça sera efficace et contre-productif. Donc, l'important également, c'est d'avoir un système, je vais y venir après, informatique qui tienne la marée et qui ait de la redondance dans cette informatique, mais de la vraie redondance, c'est-à-dire, je vais être clair, si je tire sur un fil, réseau ou alimentation, tout le monde voit ce que ça donne, mon serveur, ma machine virtuelle à l'intérieur, elle tourne encore parce qu'elle s'est barrée dans le serveur d'à côté. Et les gens n'ont rien vu la plupart du temps. Et le service continue, et les machines continuent, et les historisations continuent. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fondamental pour qu'on puisse avoir à la fois de la productivité et toujours aussi le moyen de la mesurer. Ensuite, si on prend la productivité par rapport au digital, vous avez 2 problématiques qui sont fondamentales. Pour que le digital serve à quelque chose, il faut pouvoir causer avec des machines, on y viendra, et avec des humains, sinon ça sert un peu à rien quelque part. Voilà. On va consigner et acquérir. En automatisme, tous les gens qui connaissent bien l'automatisme, on consigne via des actionneurs et on fait de l'acquisition via des capteurs. On règle et quand on a fini, on recommence. C'est ça l'automatisme. Donc, on va
apprendre à communiquer de plus en plus avec les machines, non seulement pour aller ouvrir une vanne fermée ou donner un on à une production, mais également pour aller pomper de la data, histoire peut-être justement d'avoir ce qu'il faut vers soi pour pouvoir améliorer des systèmes demain. Donc on n'est plus dans du temps réel, j'y viendrai, mais dans du temps différé avec des capacités d'analyse. On va historiser. Un automate industriel n'a pas de mémoire. Un superviseur n'a pas de mémoire. Au pire, il fait des tendances historiques, mais il ne va pas permettre de faire du retraitement. L'objectif est vraiment de prévenir au plus vite pour pouvoir anticiper. Et quand on dit prévenir, soit c'est une machine qui est autonome, soit c'est un humain qui va se dire « zut, il va falloir que je fasse quelque chose ou que quelqu'un d'autre intervienne ». Et là, plus l'info passe, mieux on se porte, et c'est là que la productivité arrive. Donc moi, je ne suis pas au cœur de la machine, je suis en dehors de la machine et je suis juste moteur dans le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas au courant de ce qui se passe, de manière à ne pas perdre de temps ou préparer quelque chose pour rien, parce que finalement, c'est que 2 jours après. L'objectif final, il est toujours, alors, c'est une version personnelle, hein, je l'assume. Quand on est dans l'entreprise et quand on parle MES, on ne parle pas argent. Mais à la fin, tout revient de l'argent et la productivité revient de l'argent. Donc, il faut optimiser le coût par rapport au produit. Ça veut dire que dans le produit, des fois, on va faire aussi de la R&D, on va essayer d'optimiser du coût matière, du coût d'assemblage. Et je vais enfoncer encore une porte ouverte. Si vous n'avez pas d'arrêt de production et que vous n'avez pas de perte de matière, bah, vous avez un meilleur rendement et donc vous êtes plus productif et donc vous économisez, donc vous êtes plus performant. Même chose, optimiser le coût process. Comment voulez-vous, si vous produisez 2 fois pour produire réellement une fois, être conforme et performant en consommation fluide et énergie? Ce n'est pas possible. Non seulement vous avez sans doute bouffé 2 fois la matière, mais vous avez aussi bouffé 2 fois le temps homme, 2 fois le temps machine et 2 fois les énergies pour y arriver. Donc là encore, j'enfonce des portes ouvertes, mais si on commence par résoudre ça, généralement, ça se passe mieux ensuite. Donc, nous proposons des solutions et des services en suivi de production industrielle. Donc, Saint-Nazaire, il y a maintenant 3 établissements en France, et avec des petits camarades comme Air Liquide ou Schneider Electric, on a pu vraiment mettre ce genre d'applications et de solutions un petit peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du MES. Donc, je reviendrai un peu plus en une phrase ce que c'est que le MES, et normalement une intervention complète, parce que beaucoup de choses que je vous dis passent ou traversent ou va à côté du MES. Le décisionnel industriel, la différence avec le MES, c'est que le décisionnel industriel, on va pomper de la data pour aller en tirer la quintessence de ce qui a pu se passer, un peu comme les financiers ont de la business intelligence. Donc, nous, on ne va pas parler de business intelligence, on va parler de manufacturing intelligence, parce qu'on va y mettre un petit peu plus de temps réel à l'intérieur. De la planification de projet avec des partenaires et du catalogue électronique avec des organisations comme l'AFIM, AFIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance, qui aime avoir des gestions de stock et des catalogues à jour à disposition de toutes les pièces. On va avoir des services d'hébergement. Justement, quand je vous disais que les serveurs, il faut qu'ils soient fiables, nous, c'est une problématique qu'on a eue. En plus, le Covid a ramené d'autres problématiques, c'est-à-dire que tout le monde rentre par la porte de service de l'entreprise quand il travaille à l'extérieur, notamment lors du premier confinement, et la porte de service, elle n'est pas dimensionnée pour qu'il y ait 100 personnes qui rentrent en même temps pour aller chercher des choses sur le serveur. Donc, il y a plein de problématiques de la sorte qu'il faut pouvoir contourner de manière à ce qu'on puisse tous être plus souples avec un confinement. Alors, certes, les grosses lignes de production ne seront pas en télétravail, mais si les gens qui les manient peuvent du domicile contrôler les principales valeurs et intervenir ou faire intervenir qu'il faut, croyez-moi, ce sont des choses qui vont bien. Donc, l'intérêt d'une plateforme, vous avez des mots barbares, là, IAS, achat, je viendrai un petit peu plus tard dessus. Ça peut être en interne, c'est-à-dire chez Productis, ça peut être en externe chez des hébergeurs dans les localisations qui vous arrangent, ou alors en vos locaux. Et ça, c'est une grande nouveauté. Comment faire du cloud chez soi? Donc ça, c'est aussi un sujet qui sera abordé un peu plus tard dans une des thématiques du CIMA. Je ne veux pas faire le catalogue, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je veux juste dire qu'on a traversé assez de sociétés pour pouvoir se rendre compte que beaucoup de monde a finalement les mêmes problèmes. Et ce que je vous dis là est un résumé de ce qui se passe chez 80% de ces gens-là. Et donc chez d'autres aussi. Alors, les mots barbares. Software as a service. SI, système d'information. Le système d'information est on-premise. Excusez-moi, j'avais oublié le premier. On-premise, ça veut dire en anglais que c'est chez soi. On parle de licence logicielle.
vous prenez une licence logicielle, comme un bon Word et un bon Excel de l'époque ou un Windows, ça s'appelle du on-premise. Voilà, désolé, c'est pompeux, c'est comme ça, je ne vais pas refaire les choses. Soit vous êtes en on-premise, soit vous êtes en SaaS. Je vais reprendre mon Office. Si vous avez un abonnement à Office 365, vous avez le même Word et le même Excel, que vous pouvez d'ailleurs télécharger en client lourd sur votre poste, mais vous pouvez utiliser celui qui est, entre guillemets, en l'air et qui se trouve chez Microsoft ou hébergé dans son service Azure. Là, on parle de software as a service parce qu'en fait, on vous facture un abonnement et si vous ne payez pas, oui, ça s'arrête. Alors que votre licence Word ou Excel on-premise, donc licence normale, vous pouvez la garder ad vitam, elle ne sera peut-être pas à jour, mais vous conserverez votre droit. Donc, dans un cas, vous êtes sur un mode avec, comme je l'explique ici, un transfert de propriété pour du matériel, vous achetez un serveur, ou vous avez une concession de licence, parce que quand vous achetez Word ou Excel, vous n'achetez pas la propriété de Word ou d'Excel, et c'est de toute façon un investissement qui s'amortit et qui est valable dans un modèle long terme, avec un financement classique, et une sécurité apportée par le client. Si Word ne marche pas sur votre poste parce que votre poste ne marche pas, Microsoft, il dit c'est dommage. Voilà. Alors que le service Office 365, s'il ne tourne pas, c'est vous qui dites c'est dommage, et vous dites Microsoft, je te paierai quand ton truc il marche pas. Voilà. Ou alors je vais aller voir ailleurs, parce que comme c'est un service, je vais tout de suite filer, et ça amène forcément une clientèle un petit peu plus volatile. N'empêche que la sécurité apportée par le client a fait quand même que vous avez tous chez vous et chez vos clients un certain nombre de personnes dans l'infogérance, comme on dit. Donc, d'abord, c'était des gens qui étaient en interne, qui coûtaient relativement cher. Et donc, ça a été externalisé, mais ça coûte toujours aussi cher. Vous avez juste la liberté de dire à la personne, là, je ne la sens pas bien, vous ne pouvez pas m'en mettre une autre. Mais à part ça, les coûts sont quand même, il faut bien que tout le monde vive à l'extérieur aussi. Et l'alimentation, la redondance, la cybersécurité, c'est votre préoccupation. Donc, c'est pas... Ça peut paraître bien, mais ça n'a pas que des atouts. Le mode service SaaS progresse en informatique. Teams qu'on utilise aujourd'hui, qui est une application de Microsoft qui marche super bien, excusez-moi pour une fois, du coup, on est tous là reliés ensemble via une plateforme web sur un abonnement et on est plus d'une vingtaine à se causer et vous à me regarder avec la webcam, me regarder mon PowerPoint. On sait bien, moi on n'a pas de masque, c'est pas nécessaire. Mais là, on est vraiment sur un service SaaS. Si Microsoft ne proposait pas, ou d'autres, ce système de visio, il y en a plein, il y a Zoom, etc., on aura un peu plus de mal, à 20 en France avec le Covid, à faire cette réunion aujourd'hui. Donc, je pense que vous serez... Enfin voilà, moi, je ne vous dis pas que vous serez comme moi, mais moi, je vais prendre un parti clair, c'est qu'on ne va pas revenir en hier comme c'était. Donc, le turbo qu'on est en train de prendre avec le Covid, on va prendre des habitudes qui ne seront pas mauvaises. Personnellement, j'ai plus de 50 ans, je ne vous dis pas le nombre de kilomètres que j'ai fait, et je ne vous dis pas maintenant le nombre de réunions que j'arrive à faire sans me fatiguer, quasiment comme celle-ci aujourd'hui, sans avoir à prendre une voiture, à rouler 3 heures ou à monter dans un avion, un train ou je ne sais. Je pense quand même qu'il y a des réflexes qu'il faut quand même qu'on conserve. Certes, ça n'empêchera pas d'aller voir tous ses clients, mais juste au bon moment, et peut-être pas plus qu'il n'en faut. Donc, finalement, vous avez zéro investissement, vous avez tout en coût de fonctionnement, donc le financier, il aime bien, une règle générale. Et puis, vous avez la possibilité de faire plusieurs offres systèmes. Vous pouvez avoir, si vous avez des machines avec des offres logicielles pour vos clients en tant que fabricant de machines, vous pouvez dire, finalement, je vais le mettre chez lui, ou alors je vais le mettre hébergé, ou alors, pour des machines assez lourdes, je vais faire l'un et l'autre. Il y a la machine en bas qui va toujours tourner, et si Internet il explose, ça continue de marcher. Et puis, dès que l'Internet va reprendre, ça synchronisera une machine qui est en l'air et tout le monde va pouvoir venir chercher des datas dans cette machine en l'air sans avoir à entrer par la porte de service. On va laisser la porte de service uniquement aux gens qui actionnent et aux gens qui surveillent et au monitoring pur. Vous voyez, ça peut être aussi intéressant d'avoir de l'hybride. La sécurité, elle est effectuée par le prestataire, même si c'est un SaaS et un hébergement, ce qu'on va appeler un IaaS, Infrastructure as a Service, avec des serveurs physiques qui seraient chez vous, en vos locaux. Il y a des prestataires dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul, capable d'aller placer un groupe de serveurs qui sont auto-équilibrés entre eux, qui font de l'équilibrage de charge et qui vont pouvoir amener un niveau de sécurité. La seule chose qu'on demandera, c'est de pouvoir accéder via un Internet sécurisé avec du poussant, on ne rentre même pas de façon intrusive, de manière à pouvoir prendre la main sur ces serveurs si jamais vous dites qu'il y a un problème, ou pouvoir vous dire, attendez, monsieur, on vous a
vendu des belles places de parking redondantes, mais là, vous êtes en train de les remplir à mort, vous allez avoir un problème, parce que nous, on n'est pas responsable de ce que vous mettez dedans. Mais on vous forme et vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 serveurs virtuels. J'ai installé un client il n'y a pas longtemps. Pour remplacer 2 serveurs, on a mis 4 machines. Ça peut sembler beaucoup, sauf qu'on a mis la machine pour les sauvegardes, donc du coup, ça en fait 3 au lieu de 4 parce qu'il y en avait une avant. Et puis, finalement, on va mettre des machines virtuelles pour le service méthode parce qu'ils avaient la mauvaise habitude d'aller paramétrer les logiciels et de renseigner les gammes avec les photos, les documents, les opérations pour du zéro papier sur les serveurs parce qu'il n'y avait que ça comme machine physique. Et là, on va avoir 7, 8, 9, 10 machines virtuelles dans ces 4 serveurs plutôt que d'avoir 9 machines. Là, ça prend non seulement son sens en termes de sécurité, mais également en termes de coût machine et de versement. Et en plus, si ça ne marche pas, ils nous appellent. Vous voyez, il peut y avoir quand même de l'intérêt un petit peu pour ça. Donc, mutualiser, dédié, privé, hybride, en interne ou en externe. Ça vous amène déjà en productivité, j'insiste bien, une assise forte avec des serveurs qui ne s'arrêtent pas. J'insiste. Alors forcément, si les 4 serveurs ensemble se prennent un météorite, au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Mais s'ils ont du courant et de l'Internet, s'il y en a un à qui il arrive quelque chose, les autres prennent le relais. Et ça, c'est l'immense avantage de ce système. On appelle ça de la haute disponibilité. La haute disponibilité, ça ne veut pas dire que ça marche si la Terre explose, ça veut juste dire que j'ai de quoi faire du relais, je veux faire une opération de maintenance sur un serveur, je l'éteins, et les machines se transfèrent tranquillement toutes seules sur les autres serveurs en s'équilibrant de manière à pouvoir remplacer quelque chose, remonter en charge mémoire, remonter, je passe au deuxième, ça va sur les autres, et ainsi de suite. Et je peux aller rajouter des barrettes de RAM dans 4 serveurs physiques sans jamais arrêter quiconque et que personne s'en rende compte. Ça permet de faire de la redondance, de l'équilibrage de charge. Si vous avez un serveur à 90% chargé, l'autre à 20, hop là, il va filer et il va mettre les machines automatiquement sur l'autre en migrant sans que personne lui demande. De l'identification, là c'est pareil, il y a tout un système SSO où quand vous avez plusieurs applications les unes derrière les autres, il faut pouvoir s'enregistrer avec une application et sur cette application, pouvoir directement faire en sorte d'aller s'enregistrer sur les autres. Donc, plutôt que d'avoir plein d'applis avec plein de codes et plein de mots de passe, vous en avez un et il rentre chez les autres. Voilà, tout ça, ça s'administre, ça s'équilibre. Ça fait partie des gens qui doivent vous faire cette infogérance, de vous permettre d'avoir des applications comme ça. Et vous, quand vous achetez des systèmes à vos fournisseurs, est-ce que je peux faire du SSO? Est-ce que je peux m'authentifier au travers d'une autre pour ne pas rentrer 25 000 fois un mot de passe? Ça aussi, c'est de la productivité. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer son mot de passe devant une appli alors qu'il est censé démarrer quelque chose, c'est encore un bon motif pour que la machine, comme je le disais des fois, soit arrêtée des fois la moitié du temps. Pas forcément à cause de la machine. Du stockage sécurisé et donc de la haute disponibilité. Le mot cluster, c'est ça. J'ai un cluster de serveurs qui s'auto-équilibrent avec des machines physiques et des virtuels à l'intérieur. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop embêté avec cette partie d'hébergement informatique, mais n'oubliez pas que la base pour un système informatique, quel qu'il soit, c'est d'être assis sur un truc qui tourne. Sinon, vous pouvez mettre les plus belles applis du monde, elles ne serviront à rien. Ensuite, il faut communiquer avec les machines et les équipements. Alors, pareil, là, il y a plein de mots, il y en a de partout. Excusez-moi, je vais aller très vite, mais en même temps, je vais être, j'espère, le plus clair possible. Vous avez le média et vous avez le langage. Le média, quand on parle d'Ethernet, le bout de fil, le Wi-Fi, etc., c'est un média. À l'intérieur, vous prenez un resto, vous vous souvenez ce que c'est qu'un restaurant? Vous prenez un restaurant et vous avez des gens qui parlent anglais, qui parlent russe, qui parlent italien. Les gens qui parlent italien et qui parlent russe ne vont pas se comprendre les uns les autres. Vous avez la même chose. En fait, le média, Ethernet, port série, tout ce qu'on veut, boîtier d'entrée-sortie, tout ça, ça permet d'aller prendre des informations quelque part ou d'aller en distribuer quelque part, consigner, acquérir. Vous avez les automatismes qui sont communicants, heureusement. Vous avez des boîtiers d'entrée-sortie. Quand vos automates sont anciens et qu'il n'y a plus de port disponible dessus pour causer, on va mettre en Vampire des petits boîtiers à 200 €, 300 € avec les mêmes. On ne va pas rajouter les capteurs, on va remettre des fils électriques sur les capteurs en plus de l'automate sans le déranger. L'automate, il ne voit même pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de piquer les mêmes valeurs que lui. Des capteurs dits intelligents. Alors, un capteur intelligent, on va se calmer. Communicant. Voilà, un capteur communicant, c'est un capteur qui a l'intelligence de communiquer sa valeur mise à l'échelle avec éventuellement déjà un petit peu d'événementiel en disant « Oh, je suis pas bien, je suis pas bien ». Voilà. Les IoT et les IIoT, alors le IIoT, c'est l'IoT industriel IoT, c'est tout. Si vous voyez ça, c'est pas une faute de frappe, c'est juste que c'est l'IoT pour l'industriel. C'est quoi un IoT?
C'est un peu comme les boîtiers d'automatisme, etc., sauf que ça bouge. C'est-à-dire qu'on va prendre un pied à coulisses, par exemple, un IoT, et on va régler, on va prendre la longueur, en appuyant sur un bouton, ça va transmettre la valeur sans fil. C'est pas mal. Alors qu'un automate, il y a des fils partout. Un boîtier d'entrée-sortie, il y a des fils partout. Il y en a un peu en Wi-Fi. Soyez très prudents avec ça. L'IoT, il est fait pour communiquer comme ça. Attention aux distances, attention aux perturbations électriques, c'est pas gagné, mais on arrive. Et puis, vous avez les superviseurs industriels. Ne pas oublier que tous les panels interface homme-machine que vous avez en façade d'armoire, etc., ont des ports communicants de sortie. Et un superviseur industriel va être très facilement attaquable par un système supérieur qui va faire de l'archivage. On peut soit aller chercher des valeurs dans un automate et laisser le superviseur tranquille, soit aller chercher les valeurs dans un superviseur et laisser l'automate tranquille. Un jour, j'ai fait 2 clients, matin, après-midi. Le premier m'a dit le matin, monsieur, il faut aller chercher les valeurs dans l'automate parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, monsieur. Et l'après-midi, on m'a dit, il faut aller chercher dans le superviseur parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, monsieur. Tout le monde a raison. Pas de souci. Il vaut mieux avoir le choix que l'embarras. Donc ça, c'est les médias. Donc pour aller faire de l'acquisition, déjà, il faut pouvoir se connecter tranquillement avec ce qu'on a. Ensuite, les protocoles. Alors, vous avez de la communication par port série, ce n'est pas vraiment un protocole, quand bien même les Modbus, JBus, que je cite en dessous, FINS, etc., ont commencé à vivre avec les ports série, mais de plus en plus, bien évidemment, ils se sont mis sur Ethernet. Mais en fait, Modbus, JBus, Profibus, FINS et environ 200 protocoles différents, ils se sont tous chacun fait leur, toutes les marques, c'est autant de facilité et autant de difficultés, parce que en fait, dans une entreprise industrielle, mesdames, messieurs, je pense que vous avez tous exactement la même chose chez vos clients, c'est-à-dire un parc complètement hétérogène, parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit il y a du Schneider ou du Siemens qui rentrera ici. La machine arrive avec son système, si elle est d'occasion, vous récupérez sur un autre site encore plus, et on ne va pas refaire un programme automate qui marche, parce qu'à part des risques et de dépenser de l'argent, c'est tout ce qu'on va prendre. Donc, de ce fait, on va avoir des normes qui vont sortir, et la première, elle a été éditée par Microsoft, impressionnant. Et donc, du coup, elle nécessite Windows et elle s'appelait OPC à l'époque, qui voulait dire OLE for Process Control. OLE, c'est Microsoft. OPC DA, mais il fallait un serveur Windows qui allait communiquer. Alors, tous les gens se sont mis, tous les fournisseurs, les Schneider, Omron, etc., et Siemens se sont mis à faire des serveurs OPC qui est en fait une sorte d'espéranto pour aller causer la même chose au client en étant avec sa communication propriétaire. Et vous avez des sociétés comme Kepware, comme Matricon, etc., qui font du logiciel, qui se sont fait une spécialité pour faire du serveur OPC branché à tout et n'importe quoi. Et on est bien content, des fois, sur des choses complètement ésotériques. Nous, on n'a pas envie d'aller développer une communication pour un one-shot, et donc on va aller prendre le serveur OPC qui va bien. Et les serveurs OPC qui vous donnent tous les points de la météo. Vous avez des serveurs OPC sur le corps de la bourse. Tout ce qui bouge en dynamique, quelque part, ça peut être servi et donné par un serveur OPC. Alors, le problème du premier, c'est que comme il nécessitait Windows, il coûtait entre 400 et 800 euros, dans le meilleur des cas, voire plus. Et donc, vous rachetiez à chaque fois quelque chose, c'est pas rien quand même pour communiquer 1000 euros. Voilà. Et puis, quand on est éditeur de logiciels pour nous, couche, c'est 1000 euros qui partent ailleurs. Bon. Et alors, vous avez le OPC UA. Celui-ci, il a un double avantage. Déjà, il est libre. Donc, ça veut dire que Siemens ou Schneider ont pu implémenter directement des noyaux OPC à l'intérieur de leurs automates. Donc, plutôt que d'avoir, excusez-moi, une babasse en plus ou un logiciel ou une licence en plus, vous avez un tout en un. C'est intéressant. En plus, l'OPCDA s'appuyait sur les couches de sécurité des réseaux Microsoft et Ethernet par Microsoft. Vous avez de la chance de ne pas travailler en informatique parce que vous n'avez pas dû faire du réseau de ce type-là. Avec des techniques plus récentes comme Internet, on va avoir du flux web, j'en parle en dessous, et le UA utilise le flux web. Je vais vous faire une image simple. Vous avez un mur et vous essayez de communiquer avec quelqu'un d'autre de part et l'autre du mur. Si vous essayez d'aller en travers, ça ne passe pas. Vous prenez un bout de papier, vous le froissez un peu, vous le lancez par-dessus le mur et il retombe de l'autre côté. C'est ça le PCDA. C'est ça la quasi-totalité des flux web. On va passer sur une sorte de fichier de texte sans fin intelligent et on va établir une sorte de tube par-dessus toutes les sécurités. Et on va permettre de rentrer. Un peu comme Teams, vous pouvez, malgré toutes les sécurités réseau de vos infogérances respectives, vous voyez qu'on sort très bien parce qu'en fait, on se connecte tous au serveur de Microsoft qui nous relie ensemble. Donc, ça va être un peu la même technique. Et puis, dans les différents protocoles, le truc qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'on communique avec les machines et les équipements, mais
il y a toujours des humains derrière. Et il faut que l'opérateur puisse avoir des écrans clairs et communicants et qu'il n'y ait pas non plus 10 minutes de retard. Et ça, c'est fondamental. Stéphane, excuse-moi, je me permets juste de te couper un tout petit instant. On est absolument passionné et tu as l'air de présenter les choses tellement simplement qu'on comprend très bien. Je te remercie. Juste, je te fais juste une petite vigilance sur le timing parce qu'on a 2 petites questions que j'aimerais qu'on puisse traiter avant la fin de la session. Donc, excuse-moi de t'interrompre et juste te demander d'aller à l'essentiel. Excuse-moi. Hein. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Je vais aller ultra vite. Et de toute façon, voilà, s'il y a des questions ou des thématiques qui seront abordées plus, eh ben, exprimez-vous, donnez à Sybille ces informations-là. Et puis, si jamais je suis à côté en fait, de vos centres d'intérêt, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais aller vite maintenant. Ne négligez pas toutes les interfaces pour communiquer avec les humains. Les télés, ça se raccorde. Les tablettes, les téléphones, tout. Et un humain informé, c'est quelqu'un qui va bien. Vous voyez, chez Manitou à droite, on a des écrans, là, on ne dirait pas, ils font plus de 2 mètres de diamètre, enfin, de diagonale, et du coup, il y a de l'info partout, pour tout le monde. Il faut faire du visuel. Ensuite, un MES, j'en parlerai dessus la prochaine fois. Un MES, ça permet de rassembler tout le monde avec, comme un chef d'orchestre sur la partie non financière, c'est-à-dire vraiment le terrain de production, et d'avoir tous ces avantages-là. On vous donnera. La couverture d'un MES, ça va de avant la prod, une fois qu'on a planifié et qu'on doit ordonnancer, jusqu'au décisionnel industriel dont je parle, avec du TRS, avec plein de choses qui permettent de mesurer en temps réel cette productivité. Ensuite, pour qu'on historise un process, on va faire du manufacturing intelligence avec un humain qui va réfléchir et de l'intelligence artificielle avec une machine qui est censée prendre des bonnes décisions. Et elle prendra des bonnes décisions parce qu'on aura fait l'historique et qu'on pourra permettre dans des bases de données de faire des retraitements avec soit l'humain, avec des graphiques, des rapports, des machins décidés là, soit une intelligence artificielle qui va, elle, essayer de faire des corrélations entre les trucs des données qui a priori n'en ont pas, un peu comme les gens essayent de comprendre comment le Covid fonctionne aujourd'hui, ça va être la même chose, sauf que les machines vont essayer de faire des recoupements entre des événements. Et donc, ça pourra, avec un jumeau numérique, simuler une machine, tout un ensemble de machines. Je le fais avec des clients en agroalimentaire. Je suis sûr que dans le papier, ça marcherait aussi bien. Resurveiller de la reproductibilité, déduire par la machine, prévenir l'humain. Et les gains, c'est du temps rouge de non-production qu'il faut diminuer ou annuler. Et attention, la sous-cadence, où on a l'impression que tout se passe bien, mais où on n'avance pas vite, elle coûte très cher aussi. Donc, de la surveillance pour alimenter avec le rôle de production du MES. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est consommation de matière, de fluide, etc. Plus on produit efficace, plus on a du temps vert, plus on est économiquement bon. Voilà. Allez, je te rends la main, Sybille. J'ai essayé d'être plus rapide après.